Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Nous sommes le lundi 30 septembre 2019. C'est parti pour votre émission quotidienne. Au sommaire ce soir, la directrice de l'aéroport de Chambéry-Savoie-Mont-Blanc, Mylène Lely, sera avec nous sur le plateau pour parler Brexit et de ses conséquences sur son aéroport. Charles Hubert, le président de l'association Surfeurs en eau douce, viendra nous parler de son projet de surfer sur le Thiou à Annecy. Et nous recevrons aussi le club d'aïkido Grand Salle qui vient de fêter ses 10 ans. L'occasion pour nous de revenir sur ce sport et notamment sa pratique féminine. Mais comme tous les soirs, on commence par les titres du JT. Ce soir, c'est Sébastien qui s'y colle. Salut Clem. Salut Seb, ça va? Ça va et toi pour cette première? Ça va très bien, ça va. Pour le moment, tout va bien. Donc ce soir, dans les titres, on commence par une séance publique du département de Haute-Savoie. Oui, et les conseillers départementaux qui se sont réunis en séance publique ce lundi matin au conseil départemental de Annecy. Les discussions ont abouti sur une augmentation, une rallonge de plus de 12 millions d'euros de la part du département haut-savoyard dans le cadre du plan État-région. On verra ça avec Jean-Paul Crespi. Et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est la mieux gérée de France selon la Cour des comptes. Oui, la Cour des comptes qui a donc rendu son rapport sur les résultats financiers des 13 régions françaises entre 2015 et 2018. Et c'est notre région qui est la première au classement. Donc on verra un reportage de nos confrères de TL7 à Saint-Etienne. Merci Seb, on se retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le JT. Juste le temps pour moi d'accueillir ma première invitée, Mylène Lely. Bonjour, je vous laisse vous installer. Merci. Vous êtes donc la directrice de l'aéroport de Chambéry-Savoie-Mont-Blanc. Et alors, en ce moment, c'est une période un petit peu creuse puisque l'activité de l'aéroport se concentre essentiellement sur la saison hivernale. Alors, vous en profitez pour réaliser des travaux qui sont notamment en lien avec le Brexit. Alors, quels sont justement ces travaux prévus cette année ? Alors, tout à fait. Donc, on réalise des travaux, mais finalement, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le conseil, effectivement, du département, donc le département de la Savoie, qui finance ces travaux, donc à hauteur de 700 000 euros. Et Vinci Airport intervient finalement dans ces travaux comme un assistant de la maîtrise d'ouvrage et qui nous permet, évidemment, de faire le suivi de ces travaux qui, en fait, sont des travaux d'aménagement pour faire en sorte que les passagers puissent être contrôlés dans de très bonnes conditions. Et on va s'adapter à finalement ce qu'on appelle le Brexit, c'est-à-dire la possibilité qu'un contrôle douanier soit fait sur les bagages et sur les passagers complémentaires, en fait, pendant cette période de transition. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est prévu? Un agrandissement, par exemple, de alors l'aéroport? Exactement. Donc, ce qui est prévu comme type de travaux, c'est principalement, donc, on a un agrandissement en fait, de la zone arrivée de l'aéroport qui va permettre une meilleure fluidité en fait, à l'arrivée des passagers qui vont en fait, sortir directement dans une extension. Donc, c'est un bâtiment d'extension qui va être créé avec en fait, une zone de fouille spécialisée en fait, pour la fouille des passagers en fait, anglais. Et on aura effectivement une amélioration en fait, des conditions de contrôle des passagers avec ces travaux. On va aussi permettre avec ces travaux d'améliorer les conditions de contrôle immigration des passagers. La zone en fait, de l'immigration va être aussi agrandie en termes de queuing, c'est-à-dire en termes de file d'attente, pour faire simple. Et on fera une file spécifique en fait, pour l'accès en fait, des passagers à mobilité réduite dans cette file d'attente, pour que la file d'attente soit plus confortable pour ce type de clientèle. Ils étaient nécessaires, ces travaux, pour se préparer aussi un petit peu quand même au Oui, Brexit. ils étaient vraiment nécessaires en termes d'aménagement, parce qu'en fait, l'aérogare est une aérogare quand même qui est assez simple, qui a des contraintes. Donc il était important qu'on puisse agrandir en fait la zone d'arrivée des passagers pour pouvoir mieux traiter les clients. Donc en termes de qualité de service, c'est important aussi pour nous en tant qu'aéroport et pour le département pour pouvoir améliorer cette expérience client au sein de notre plateforme. Alors justement, les Britanniques représentent 86% des passagers. Le Brexit, ça vous inquiète? Alors ça ne nous inquiète pas vraiment en fait. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, en termes de ventes, on n'a pas du tout enregistré de baisse des ventes par rapport finalement à ce Brexit et aux incertitudes du Brexit. Donc les Anglais ont bien compris que l'aéroport de Chambéry-Savoie-Mont-Blanc était un aéroport qui était principalement le plus près des stations de ski
et par rapport au Brexit, n'ont pas du tout changé leurs habitudes en termes effectivement de prise de séjours de vacances et de séjours dans les stations de ski. Donc aujourd'hui, au niveau des ventes, on n'a pas du tout d'inquiétude. On n'a pas d'inquiétude non plus vis-à-vis de l'organisation en fait, du contrôle parce qu'on a effectivement cet aménagement. Et on a aussi eu la certitude qu'on aurait des effectifs complémentaires douaniers pour pouvoir en fait éviter les congestions si jamais on a un Brexit dur. Qui justement apporte cet effectif complémentaire en matière de douane? Donc c'est la Direction générale des douanes qui a prévu effectivement 10 unités complémentaires en termes d'agents pour pouvoir pallier aux problématiques potentielles de Brexit. Mais on reste bien sur des problématiques potentielles. Effectivement, problématique potentielle avec ou sans accord, on ne le sait toujours pas. Il y aura donc un peu plus d'effectifs de douane. Et vous, est-ce que vous comptez recruter? Alors nous, on a déjà prévu de recruter. On recrute déjà. Combien? Alors on recrute effectivement déjà 250 intérimaires pour l'ensemble de la saison. Et on a prévu de recruter en fait des intérimaires complémentaires pour faire effectivement la gestion des arrivées, spécifiquement donc liées aux conséquences potentielles du Brexit. Est-ce qu'il y aura un changement aussi pour les vols commerciaux? On sait qu'ils sont importants pour l'aéroport de Chambéry-Savoie-Mont-Blanc. Oui, alors pour les vols commerciaux, on n'a pas du tout enregistré de modifications quant aux lignes qui vont être développées sur l'aéroport cet hiver. Donc, en termes d'évolution et en termes de perspective par rapport effectivement au Brexit, on a toujours pour cet hiver en fait des vols au départ de l'Angleterre et des Pays-Bas. On a même une augmentation des vols sur la période de la matinée, principalement sur les week-ends. Et on a toujours du potentiel sur le terminal d'aviation d'affaires, où on a toujours des possibilités, effectivement, de faire en sorte qu'on puisse avoir des créneaux disponibles pour pouvoir accueillir des passagers d'aviation d'affaires sur l'aéroport. Finalement, le Brexit, il ne va pas changer grand-chose à vous entendre parler. Sincèrement, on est assez confiant. On ne pense pas que ça va changer grand-chose. En revanche, on est prêt si jamais on a des conséquences par rapport à la fluidité dans l'aéroport et par rapport à la circulation des clients dans l'aéroport, surtout sur la partie arrivée. Mais finalement, non, on ne pense pas que ça va changer énormément. Mais en tout cas, on se tient prêt et le département est prêt avec nous. On travaille de concert avec le département pour faire en sorte qu'on puisse effectivement assurer ce contrôle dans de bonnes conditions. Et puis d'avoir évidemment les clients satisfaits, puisqu'on est très évidemment alerté par rapport à la satisfaction des clients sur notre plateforme. Alors dans l'actualité, on a parlé d'autres choses. On a notamment beaucoup parlé ces derniers temps de moins prendre l'avion. Est-ce que vous êtes inquiète par rapport à ça, concernant l'avenir des petits aéroports comme le vôtre? Alors non, on n'a pas d'inquiétude parce qu'on sait qu'il y a évidemment de l'actualité sur ces thèmes. On travaille beaucoup évidemment sur notre aéroport, sur tous les sujets environnementaux. On a une politique environnementale dans le cadre de Vinci Airport, ce qui s'appelle la démarche AirPact, donc la politique AirPact, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse évidemment mettre en place des actions nécessaires pour l'environnement. Donc on part sur 3 types de démarches d'action, par exemple la valorisation des déchets, donc on travaille évidemment dans ce sens au quotidien, sur le fait de réduire tous nos gaz à effet de serre. Et puis la 3e démarche, c'est vraiment de travailler sur la réduction de la consommation électrique. Donc nous, on n'a pas vraiment d'inquiétude. On sait qu'il faut répondre évidemment à la clientèle, à une demande spécifique sur ce type effectivement de thème, mais on n'a pas d'inquiétude vis-à-vis de l'activité aéroportuaire dans notre région. Bon, ben ça c'est dit. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau. Je vous laisse regagner la régie. Je vous en prie, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. À bientôt. Juste le temps pour moi d'accueillir notre prochain invité. Il va rentrer sur le plateau. Charles Aubert. Oui. Vous n'êtes pas venu tout seul. Eh non, je suis venu avec ma petite planche. Qu'est-ce que c'est que cette planche? C'est un surf et j'utilise en rivière. Alors, on va y revenir. Je vous laisse vous installer sur notre magnifique canapé bleu. Vous êtes donc le président de l'association Surfeurs d'eau douce. Avant d'aller plus loin, ma première question, on peut surfer dans les Alpes? Alors oui, on peut surfer dans les Alpes, on peut surfer en rivière. Sans besoin d'énergie, ce sont des vagues qui se créent naturellement par un ressaut hydraulique. Et comme on peut le voir là, sur la vidéo qui avait été filmée, on vient comme en mer
faire son take-off dessus. Donc un take-off, c'est se mettre debout sur sa planche pour pouvoir ensuite naviguer, glisser comme un rider le ferait. Et là, ça se fait où, par exemple, cette pratique du surf d'eau douce? Alors on en retrouve sur les grandes rivières de Haute-Savoie ou en Isère. Donc on a l'Isère, on a sur le Rhône. Après sur d'autres rivières où c'est plutôt à la fonte des neiges qu'on peut retrouver des vagues, mais qui sont plus compliquées. La pratique est en train de se développer en Europe et en France. Mais elle existe depuis quand même bien longtemps, notamment en Allemagne, où on surfe les rivières depuis au moins 30 ans. Alors vous avez un projet fou justement par rapport au surf d'eau douce. Vous voulez surfer sur le Thiou à Annecy. D'où est-ce qu'elle vient, cette idée? Cette idée, elle vient, je pense, comme beaucoup de surfeurs comme moi qui habitons les Alpes, qui pratiquons le snowboard. C'était de se dire comment est-ce qu'on peut surfer ici en Haute-Savoie. Alors, il y a eu plein d'inventions qui ont été proposées pour répondre à ce besoin. Parce que c'est vrai que prendre sa voiture pour aller à l'océan, ça demande beaucoup d'énergie. On peut se retrouver à des périodes où il y a beaucoup de monde à l'eau. Ça devient compliqué et c'est une pratique qui nécessite forcément un budget et autres. Et en fait, en s'inspirant de la nature, on peut générer des vagues en rivière d'une manière semi-naturelle pour pratiquer du surf sans besoin d'énergie. Bon alors justement, semi-naturel, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Comment est-ce que ça fonctionne pour créer une vague? Puisque sur le Thiou, il n'y en a pas de vague, il va falloir en créer une. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Il nous faut, nous, une chute d'eau, une hauteur d'eau, si vous voulez. Une différence. À partir de ce moment-là, on peut, en fonction des débits disponibles, générer une vague qui correspond à ce débit naturel. Et c'est pour ça qu'on a trouvé un endroit qui est idéal, qui s'appelle le Seuil Mercier, en fait, qui est un vieux barrage qui est à l'abandon, qui ne sert plus à rien. Et nous, on propose en fait de venir le réaménager d'une manière qu'elle soit accessible et ouverte à tous pour une pratique du surf en rivière. Alors justement, le réaménager, c'est un concept là que vous portez qui s'appelle Annecy Wave et qui réunit la pratique du sport, le surf en eau douce, mais aussi la création d'un centre d'accueil pour partager la connaissance de l'eau. C'est bien ça? Tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, il faut savoir que l'eau appartient à tout le monde. On veut la protéger. Nous, en tant que sportifs, notamment nouveaux pratiquants, on va dire de surfeurs qui débarquons aux rivières, on arrive au milieu d'un écosystème naturel, mais aussi humain. On va retrouver des pêcheurs, mais on va retrouver aussi les gestionnaires des débits, il y a les collectivités, il y a beaucoup de monde. On retrouve des associations de protection aussi de l'environnement. Ce qui peut être intéressant autour d'un espace comme ça, c'est au-delà du projet de vague, c'est de réunir, de se rassembler justement avec ses usagers. Et venir pratiquer du surf pour pouvoir ensuite aussi discuter avec une personne qui gère le milieu aquatique, je pense que c'est une solution durable à la gestion de nos rivières demain. Et donc, cette vague dont on parle, ce n'est pas encore fait, elle mesurerait combien, par exemple, pour qu'on puisse se donner un ordre d'idée à peu près de ce qui va être fait? Oui, alors ça va vraiment dépendre de l'étude, mais généralement, la vague peut se retrouver entre 50 et 1,20 m. 50 et 1,20 m? 50 cm, oui. 1,20 m, c'est pas mal pour déjà commencer à bien s'amuser dessus, quoi. Oui. Alors, sur le Thiou, 1,20 m, je pense que ça sera très rare. Encore faut-il prouver le projet. Et c'est ce qu'on va faire notamment avec l'association, puisqu'on a eu le feu vert, pour pouvoir proposer justement une structure démontable pour les années à venir et de pouvoir en fait valider le concept. Donc je vais rappeler en fait que le projet va être sur la structure, on ne va pas modifier le lit de la rivière, on ne va pas faire modifier les débits de la rivière non plus, ça n'aura pas d'impact sur le milieu. Justement, c'est ma prochaine question. Il y a déjà des personnes, puisqu'on se soucie de plus en plus de l'impact humain sur l'environnement, qui pensent que ça risque de détruire un écosystème, l'écosystème du Thiou qui est présent. Vous leur répondez quoi? Alors, pour répondre à ces personnes, l'écosystème du Thiou aujourd'hui est infonctionnel, par exemple pour la reproduction des truites lacustres. On se retrouve dans un milieu qui a été aseptisé, avec la sortie de la ville d'Annecy qui était bétonnée. Il n'y a pas de possibilité que les poissons puissent remonter du Fier. Et on se retrouve aujourd'hui vraiment une caractéristique très spéciale sur cet espace. Moi, je pense qu'au contraire, en apportant des gens qui soient soudés pour la protection de ces milieux, qu'ils soient pratiquants ou non, je pense que c'est sincèrement une solution. Comment voulez-vous qu'on puisse demain proposer un département ou autre attractif avec le sport
qui vit de son environnement. C'est hyper important. Mais où on va lui dire, bah non, en fait, ton environnement, tu n'y as plus accès, c'est interdit. Je pense que c'est très important de pouvoir accéder à son environnement, le comprendre et pouvoir construire avec. C'est ce qu'on fait depuis des milliers d'années, finalement, les paysans, je fais une parenthèse, mais en observant la nature et en comprenant ses bienfaits, on peut vivre avec et c'est comme ça qu'on vivra durablement. Alors juste avant, vous avez commencé à nous apporter l'élément de ma réponse qui suit. Qu'est-ce qui vous manque là pour mener à bien le projet? Ça en est où? Ça en est où? Aujourd'hui, là, on est vraiment sur les starting blocks, on va proposer la structure justement à la mairie. On cherche encore des partenaires et on cherche des partenaires financiers. On cherche des gens qui veulent nous aider derrière le projet. Donc je fais un appel ce soir à tous. Si vous souhaitez en savoir plus ou devenir partenaire d'un projet comme ça, n'hésitez pas à nous contacter. On a un site internet surferd'eau-douce.com et on sera ravis de pouvoir échanger avec vous et en discuter. Eh bien, merci en tout cas pour ces explications. Mais vous restez ici puisqu'on passe à notre traditionnelle revue de presse. Et vous ne quittez pas d'ailleurs le milieu aquatique puisque ce soir, vous avez choisi de nous parler du marnage du lac d'Annecy. Oui, Pourquoi? alors parce que ça me tient à cœur et puis c'est dans la continuité de notre échange. Vu que le lac, c'est un peu le patrimoine de la ville d'Annecy, mais c'est aussi un lac qui est naturel et du coup qui fonctionne, qui a un cycle de vie. Il était géré d'une manière comme le faisait la ville d'Annecy autrefois. Aujourd'hui, ils se sont mis d'accord pour pouvoir lui apporter un certain marnage, que l'eau puisse sortir naturellement par le tuyau, justement. On parle de 30 cm de moins, effectivement, après le marnage. Tout à fait, et ça va permettre d'aider en fait au lac une respiration pour qu'il y ait de l'oxygène en profondeur. Donc je pense que là, on rentre vraiment dans un processus humain-nature qui va fonctionner et qu'on a besoin demain pour perdurer en fait avec notre environnement, quoi. Donc c'est ce qui vous a marqué dans l'actualité Oui, ces derniers jours. ouais. Alors moi, c'est autre chose qui m'a marqué. Pour le coup, je change complètement de sujet. Mais j'avoue que quand je vois les températures baisser, les jours se raccourcir, je pense forcément à l'hiver qui arrive. Et la seule chose, honnêtement, qui me motive pendant l'hiver, c'est la raclette, tout simplement. Alors, j'ai une très très bonne nouvelle. La science, et plus précisément l'intelligence artificielle, s'est mise au service de ce noble plat pour inventer un robot qui sert la raclette. Voilà, ils ont eu l'idée de génie, c'est le robot qui sert la raclette. Alors, il a été créé par l'Institut de recherche IDIAP et exposé à la foire du Valais. L'information peut quand même paraître burlesque, je le sais, et pourtant il s'agit quand même d'un véritable petit exploit, parce que si on a déjà essayé de servir du fromage à raclette, on sait que c'est quand même un petit peu délicat et ça demande de la technique et de la précision, et c'est là que le robot réalise le véritable exploit. C'est qu'il a été programmé pour reproduire les gestes et surtout s'adapter. Par exemple, si la meule est plus ou moins entamée ou si elle est disposée différemment, il arrive toujours à servir le fromage sur nos bonnes pommes de terre. Donc on peut s'imaginer dans un restaurant avec un robot en guise de serveur dans quelques années. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous? Je trouve ça intéressant. Après, personnellement, moi j'aime l'innovation, j'aime bien. Si, j'adore la raclette. Mais ce que j'aime bien aussi dans la raclette, c'est que chaque morceau est différent. Et parfois j'en ai plus, parfois j'en ai moins. En espérant qu'il puisse être effectivement un petit peu avoir la main lourde, ce robot-là, sur le service. Ouais, ça pourrait être sympa. Ouais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Je vous laisse regagner la régie. Merci et je vous souhaite une bonne continuation. C'est gentil. Merci Clémence. Le temps pour moi de faire entrer mes deux dernières invitées. Hop, que la planche de surf s'en aille et mes deux dernières invitées arrivent. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Viviane Gérola et Monique. Bonsoir Clémence. Bonsoir. Et Monique Gorardo. C'est un plaisir de recevoir deux femmes sur un Girardot. plateau. Pardon, Girardot. Pour nous parler de sport, et qui plus est, d'un sport qui tient des arts martiaux, l'aïkido. Alors pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent pas l'aïkido, est-ce que vous pouvez l'expliquer en quelques mots? Qu'est-ce que c'est? Alors, l'aïkido, c'est un art martial de self-défense qui est, en fait, je pense, c'est l'art martial le plus approprié pour les femmes. Donc, c'est basé sur le déséquilibre et pas sur la force. Évidemment, ça demande quelques années d'expérience avant d'arriver à faire une technique correcte. Mais l'avantage, c'est qu'on va travailler sur le tatami, en tout cas dans son dojo,
hommes, femmes, donc de niveaux différents, de poids, catégories différents, et Alors, on travaille ensemble. On va y venir juste un petit peu après. D'où vient ce sport déjà Alors, du Japon. Du Japon, c'est Maître Shiba qui a créé cet art martial. Donc, lui, il a fait différents arts martiaux. Le karaté, du jujitsu, des armes. Et dans la tradition des samouraïs, dans un duel, dans un combat, il y avait toujours un des deux qui devait mourir. Donc lui, il a décidé que maintenant, il allait créer quelque chose où justement, eh bien, on gardait la vie de son adversaire. Et qu'est-ce que ça veut dire Aikido? Alors, Aikido, ça veut dire la voie de l'harmonie. Donc, c'est un art martial, c'est du budo. Un budo, donc il y a une voie, il y a une philosophie, il y a des principes. Mais surtout, le budo, ce n'est pas la finalité qui compte, c'est le chemin à parcourir. Dans le cadre de notre discipline, c'est réaliser une technique avec le plus d'économie possible, le plus d'efficacité et pour atteindre la perfection. Alors le club vient de fêter ses 10 ans le 28 septembre dernier, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Il a fêté ses 10 ans, il compte à peu près 110 licenciés. Est-ce que c'est une pratique qui se démocratise? Est-ce qu'il y a 10 ans, il y avait 110 licenciés? Non, nous avons repris un club existant créé par la famille Pével à Cranfsal et nous avons repris la section Aikido avec la première année, on a commencé avec une vingtaine d'adhérents et aujourd'hui nous en avons 110, ce qui fait de nous le premier club de Auvergne-Rhône-Alpes et le 5e club de France, ex aequo avec un club en région parisienne. Donc pour nous, oui, on a réussi à attirer du monde et particulièrement un public féminin, puisque vous en parliez précédemment. Ce public féminin, chez nous, il représente 45% sur la totalité du club et 50% chez les enfants. Nous avons une trentaine d'enfants et en fait, sur les 30 enfants, il y a 15 filles. Et sinon, sur la Fédération française d'aïkido, il y a 25% de femmes. Alors justement, avant de revenir aux femmes, on va peut-être casser une idée déjà préconçue. Est-ce que c'est violent ? Non, pas du tout, puisque alors évidemment, au début dans la pratique, on va apprendre à se structurer. Donc on va commencer par des saisies pour avoir des repères dans l'espace. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mon partenaire, enfin partenaire adversaire, mais nous on l'appelle partenaire, représente une contrainte. C'est-à-dire si on vient me saisir le poignet, si on vient me frapper, il va falloir que je gère mon corps, mon propre corps par rapport à cette attaque. Et donc c'est là où la problématique commence et c'est là où l'art de l'aïkido rentre en piste. C'est-à-dire avec des exercices, on va gérer ce stress et apprendre à se déplacer. L'aïkido, c'est le mouvement. Donc si quelqu'un vient m'agresser, si on prend le cadre de la rue, voilà, on va se déplacer dans le cadre du dojo, tout est encadré. Donc la première chose, c'est je vais m'effacer, je vais laisser passer. Vous voyez bien qu'avec mon gabarit, un petit 1,60 m, j'ai aucune chance si la force rentre en ligne de compte. Et donc si on vient vers moi pour m'attaquer, on va marcher à un moment donné, les deux pieds ne seront pas au sol et on va en profiter pour placer une technique. C'est ça qui attire les femmes, notamment vers ce sport. Il n'y a pas le paramètre force n'entre pas en compte. Alors oui, je pense que ce qui attire les femmes, c'est justement qu'il n'y a pas de force. Quand on commence à pratiquer au bout de 6 mois, on peut commencer à avoir du plaisir et se rendre compte de ce qu'on arrive à faire. C'est-à-dire que quand dans une saisie, il y a un code, donc on ne va pas vous écraser la main. Quand on va venir vous saisir, on ne va pas vous écraser le poignet. Mais quand vous êtes en mouvement, de toute façon, vous n'avez pas le temps, votre partenaire n'a pas le temps et la notion de force ne rentre plus en ligne de compte. C'est-à-dire que vous allez gérer votre espace et l'espace de sécurité dans lequel vous n'allez pas laisser rentrer quelqu'un pour vous agresser. Si on schématise, hein, on schématise. Alors vous êtes 4e dan, c'est bien ça? Oui. Et vous, 3e? Du tout. Je ne pratique plus l'aïkido. J'ai fait quelques années d'aïkido avec Monique. Je ne pratique plus l'aïkido pour d'autres raisons. Mais je suis donc la présidente de son club. Quand elle a créé son club en 2009, elle m'a demandé de présider ce club. Et je le fais avec beaucoup de bonheur depuis 10 ans. C'est un vrai plaisir. Est-ce que vous pouvez quand même m'expliquer qu'est-ce que c'est les dan?
Alors, c'est des ceintures noires. Donc, dans notre discipline, il n'y a pas de compétition. Par contre, les personnes qui le souhaitent peuvent passer des ceintures noires. Donc, c'est-à-dire ça sanctionne un niveau de pratique. Donc la première, c'est un diplôme. C'est un diplôme, voilà. Ça représente beaucoup de travail. Donc c'est une première ceinture noire, une deuxième, une troisième et une quatrième. Les 4 premières ceintures noires sont par examen. Ensuite, c'est honorifique. C'est, on va dire, un conseil de sage qui va vous donner le 5e ou le 6e. Voilà. Donc moi, je suis 4e dan d'aïkido après 23 ans d'aïkido. De pratique. Il y a quand même effectivement une belle pratique. Oui, j'ai pris mon temps, hein, donc j'enseigne, j'ai un diplôme professionnel, mais je ne suis pas professionnelle, j'ai un travail à côté. Et donc, il faut un peu de temps quand on a des enfants pour pouvoir se libérer, pour augmenter, on va dire, le temps de pratique. Et quelles sont les qualités, par exemple, requises pour pouvoir pratiquer ce sport? Alors, aucune. Parce qu'il faut oser venir pratiquer. Si on est très très maladroit. J'ai des personnes qui arrivent qui ne sont pas du tout coordonnées. Et justement, le fait de répéter les mouvements va permettre de se travailler la coordination droite-gauche et les déplacements des pieds et la gestuelle. Et donc, il n'y a pas besoin d'être doué, sinon personne n'aurait peu de chances de pratiquer l'aïkido. En fait, le travail paye, la régularité paye. Alors évidemment, si vous êtes jeune et vous avez déjà fait de la gymnastique, ça va être beaucoup plus facile, mais ça ne veut pas dire qu'une autre personne qui n'a jamais fait d'aïkido ne va pas y arriver. Moi, j'ai un élève, il a commencé à 59 ans, il n'a jamais fait d'aïkido, et 3 ans après, il savait déjà ce qu'on appelle faire des chutes surpassées. On chute et on ne pose pas les mains. Et donc, il n'y a aucun paramètre. Il faut être très ouvert. Les élèves sont très surprenants. Et justement, pour ceux qui sont les plus ouverts et qui souhaitent vous rejoindre, Viviane, par exemple, est-ce qu'il est encore possible de s'inscrire? Oui, alors notre club prend des inscriptions toute l'année. Il n'y a aucune contrainte particulière. Vous pouvez venir en tout temps au dojo de Cranfsal. Monique ou moi-même serons là pour vous accueillir. Les élèves se feront un plaisir d'intégrer de nouvelles personnes en cours d'année. Et c'est comme ça que nous arrivons, avec toute cette convivialité et la martialité enseignée par Monique, à avoir 110 adhérents. Merci beaucoup. En tout cas, vous restez ici. Merci de nous avoir fait découvrir l'univers de ce sport. Vous restez avec moi, juste le temps de lancer une petite page de pub et on se retrouve tout de suite avec Sébastien pour le JT. Bonjour, très heureuse de vous retrouver en direct sur la page Facebook de 8 Mont Blanc. Nous allons essayer de vous faire partager la Via Ferrata en direct live sur Facebook. Bienvenue si vous nous rejoignez.